Et à présent, Philippe, on va parler d'une soirée spéciale diffusée dimanche soir sur France 5. Soirée spéciale et ambitieuse, ce sera en prime time, soirée suivie d'un débat. D'abord, la diffusion de 4 épisodes de la série documentaire événement Le Projet Green Blood. C'est signé du collectif international de journalistes Forbidden Stories. Je sais, ça fait beaucoup de termes anglais. Pour décrypter, pour traduire, je reçois Alexis Marand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste, prix Albert Londres 2006 pour un doc avec Manon Loiseau. À côté de vous, Jules Giraudat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste également. Vous avez enquêté, coordonné le travail de 45 journalistes pour ce projet Green Blood. Tout d'abord, Forbidden Stories, dont on a souvent parlé ici. Qu'est-ce que c'est, Jules Giraudat ? Forbidden Stories, c'est un réseau de journalistes d'investigation internationaux qui a été créé par Laurent Richard. Il y a différentes rédactions, Le Monde, Radio France, The Guardian, le New York Times. Et l'idée, c'est que tous ensemble, on reprend le travail de journalistes qui ont été assassinés pour essayer de contre-enquêter sur leur mort, poursuivre leurs enquêtes, et on publie tous en même temps leur travail. Avec une idée, c'est d'envoyer un message aux personnes qui ont assassiné ces journalistes. Vous avez tué le messager, mais vous ne tuerez pas le message. Alexis Marand, on va venir maintenant au projet Green Blood. Je traduis sans vers. Vous êtes parti d'un constat précis. Il y a un point commun pour la plupart des journalistes tués dans l'exercice de leur fonction hors zone de guerre. Ils faisaient des enquêtes sur l'environnement. Oui, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup déjà de militants de l'environnement, de défenseurs de l'environnement qui sont ciblés et qui sont assassinés chaque année. On sait moins qu'il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont enquêtés, emprisonnés, censurés et parfois même assassinés parce qu'ils essaient de dénoncer aussi des scandales environnementaux. J'ai le chiffre, ces 10 dernières années dans le monde, au moins 13 journalistes ont été assassinés alors qu'ils enquêtaient sur des scandales environnementaux. Alors, j'ai vu le doc qui va être diffusé dimanche soir. Je ne sais plus qui, au début du documentaire, déclare « Enquêter sur l'environnement, c'est pas seulement faire des reportages sur les ours blancs et lire des rapports des climatologues, c'est quoi également enquêter sur l'environnement ?» Question à tous les deux. C'est Jonathan Watts, un journaliste du Guardian, qui raconte cela. Enquêter sur l'environnement, c'est d'abord essayer de documenter la contamination environnementale. Donc c'est faire des tests d'air pour mesurer la concentration de particules fines, par exemple. Mesurer dans l'eau la concentration de nickel, c'est ce qu'on a fait au Guatemala. C'est ensuite essayer d'avoir des sources au sein des entreprises minières pour savoir comment sont rejetés les produits toxiques. Et c'est ensuite poser des questions aux responsables politiques, aux dirigeants de ces grandes entreprises pour savoir comment ça se fait que des populations entières sont contaminées par des entreprises. En fait, on part du terrain, on part vraiment de la base et on remonte toute la chaîne de responsabilité autant que possible jusqu'en haut. La première enquête, c'est la mafia du sable en Inde. D'abord, j'ignorais qu'il y avait une mafia du sable en Inde. On voit la vidéo d'un journaliste indien qui souffre, qui a été attaqué. Il est sur un lit d'hôpital, tout nu, complètement brûlé. On a l'impression qu'il s'est mis une sorte de crème comme de la biafine. Il dit, ils m'ont attaqué, ils m'ont aspergé d'essence. Pourquoi ne m'ont-ils pas seulement arrêté ? Pourquoi ont-ils voulu me tuer ? Qui était-il ? Alors c'est Jagendra Singh, c'est un journaliste indien qui travaille dans l'Uttar Pradesh, qui est le principal État indien, le plus peuplé. Et ce journaliste avait pour habitude de s'attaquer aux cas de corruption. Il y a malheureusement en Inde beaucoup de cas de corruption. Et il était sur la piste d'un ministre de l'État de l'Uttar Pradesh qui avait commis plusieurs faits de corruption déjà. Ouais. Et ça faisait plusieurs fois qu'il dénonçait ses agissements. Et puis il s'est attaqué un jour à la compromission de ce ministre dans les mafias du sable local, puisqu'il y a un boom de la construction en Inde avec forcément la démographie indienne, etc. Et donc c'est là que les choses ont dérapé probablement et que le ministre s'est retourné contre lui. Et c'est un peu vengeur, alors il faut le dire, on le voit en train de parler sur son lit de souffrance, mais en fait qui est devenu un lit de mort, puisqu'une semaine plus tard, il décède, la famille porte plainte, une enquête est ouverte, et là la conclusion de l'enquête, c'est quand même juste aberrant, on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'on dit le journaliste s'est suicidé. Alors vous parliez de l'enquête qu'il faisait contre un ministre très puissant qui s'appelait Ramurthy Verma. Vous avez rencontré un avocat qui vous explique comment fonctionne la corruption. Il cite ce Ramurthy Verma qui était le ministre des classes populaires. Il n'y avait aucune autorisation du gouvernement. Toutes les personnes impliquées dans le trafic travaillaient pour Ramurthy Verma et collectaient l'argent pour lui. Tous les policiers et l'administration étaient sous son contrôle. Ils prenaient leurs ordres directement auprès de lui. Et tout le monde savait que Ramurthy Verma contrôlait la ville ? Oui, tous les politiciens et les fonctionnaires savaient cela. Comme il était ministre, personne n'osait dire quoi que ce soit contre lui. Ramurthy Verma est toujours aussi puissant aujourd'hui ? Il n'a plus autant de pouvoir politique, mais en tant que mafieux, il est toujours aussi puissant. Cet avocat qui témoigne à visage découvert avec des accusations très précises, mafieux, très sévères, vous n'avez pas peur de le mettre en danger dans son propre pays ?
Alors ça, c'est le cœur de notre travail. Et évidemment, quand on va sur le terrain, on est face à des personnes qui prennent des risques en nous parlant. Mais nous, notre travail, c'est d'expliquer ce qu'on fait, c'est d'expliquer la médiatisation que ça va avoir et que ces personnes-là puissent prendre les décisions en connaissance de cause. En connaissance de cause, exactement. Ensuite, nous, évidemment, et c'est pour ça qu'on a un grand groupe de journalistes, pendant 6 mois, on est allé par petite équipe régulièrement sur le terrain pour être toujours présent. Et aujourd'hui, on est toujours en contact avec les personnes qui témoignent dans cette série documentaire. Et de fait, vous le protégez en le médiatisant, Alexis Marant. Oui, c'est l'une des vertus en fait du principe de Forbidden Story, c'est d'offrir une sorte de protection, parce que quand vous avez 40 journalistes internationaux qui sont derrière cette enquête, c'est beaucoup plus difficile de s'attaquer à quelqu'un localement, parce que les répercussions peuvent être énormes en fait. C'est la différence avec ce qui est arrivé à Jagan Racing, qui était seul, isolé, journaliste local, complètement sous l'emprise de ce ministre et de ses hommes de main. Nous, on arrive avec ce réseau, et derrière, forcément, c'est plus difficile de s'attaquer à ces personnes. Jules Giraudat, pendant que vous étiez en Inde en train de tourner, est-ce que vous-même vous êtes senti menacé ? Tout notre travail, c'est de mesurer le risque quand on va là-bas. Le but, c'est de ni mettre en danger, comme vous le disiez, les personnes qui vivent. Nous, ça nous est arrivé d'être un moment un peu en danger, parce qu'on a filmé une entreprise étatique indienne qui minait illégalement dans le sud du pays, au Tamil Nadu. Et à partir de là, on a eu un mandat d'arrêt contre nous, il y a eu des manifestations, nos portraits ont été affichés dans les rues de cette ville, et donc on a dû fuir le pays. Donc évidemment, à un moment, ça a été risqué pour nous, mais c'est avant tout risqué pour les gens qui sont sur place sans arrêt. Et ensuite, ce que ça montre, c'est que quand on filme quelque chose qui dérange, ces informations méritent d'être publiées, parce que si on essaye de nous faire taire, c'est qu'on ne veut pas que ça soit diffusé le plus largement possible.